Lorsqu'Antoine invite Chloé, une humble femme de ménage, à se faire passer pour sa compagne au mariage de son ex-fiancé, il ne s'attend jamais à ce qu'elle découvre les secrets les plus sombres de sa famille. L'amour peut-il triompher dans un monde où le pouvoir règne? Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Antoine Dubois se tenait à la fenêtre de son bureau de son appartement de luxe, regardant la skyline, parisienne scintillante. Ses yeux sombres se fixaient sur le reflet de l'enveloppe crème posée sur son bureau. Le faire-part de mariage arrivait ce matin-là. Le faire-part de mariage d'Élodie. La seule pensée de son nom lui crispait les mâchoires. « Monsieur Dubois ?» La voix de son assistant Karim interrompit ses pensées. « Les membres du conseil d'administration vous attendent en salle de conférence. Dites-leur que j'arrive dans 5 minutes, » répondit Antoine sans se retourner. Il entendit la porte se refermer doucement derrière Karim. Antoine alla à son bureau et prit le faire-part. Le papier était luxueux, avec des lettres dorées annonçant l'union d'Élodie Bernard et de Jean-Pierre Moreau. Jean-Pierre Moreau, son plus grand rival en affaires, et l'homme pour lequel Élodie l'avait quitté il y a 6 mois. Froid et insensible, elle l'avait ainsi qualifié ce jour-là. « Tu te soucies plus de ton empire que de l'amour, Antoine. Au moins, Jean-Pierre sait comment faire sentir une femme spéciale. » Les mots piquaient encore, même maintenant. Antoine avait bâti son empire de rien, transformant la modeste entreprise de son père en l'un des plus grands conglomérats de France. Il avait donné à Élodie tout ce qu'elle pouvait désirer, un château, des bijoux, des voitures, des vacances. Mais apparemment, cela n'avait pas suffi. Il allait jeter le faire-part à la poubelle quand quelque chose attira son attention. Il y avait une note manuscrite au bas du faire-part, écrite de l'élégante écriture d'Élodie. « J'espère que tu viendras, Antoine. Ce ne serait pas pareil sans toi pour être témoin de notre bonheur. » Le sang d'Antoine bouillonna. Ce n'était pas qu'un faire-part, c'était un défi. Élodie voulait exhiber sa nouvelle vie devant lui, montrer à tout le monde comment elle avait passé à autre chose, à des choses plus grandes et meilleures, tandis que lui restait seul. Il appuya sur le bouton de l'interphone. « Karim annule la réunion du conseil d'administration. Dis-leur qu'un imprévu urgent est survenu. » Au lieu de se rendre en salle de conférence, Antoine prit l'ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée de son immeuble. Il avait besoin de réfléchir, et il réfléchissait toujours mieux en marchant. Le hall était calme à cette heure-ci. Seuls les employés de ménage vaquaient à leurs occupations. En passant, il remarqua une jeune femme en train de polir soigneusement l'imposante colonne de marbre près de l'entrée. Contrairement aux autres femmes de ménage qui gardèrent la tête baissée, elle fredonnait doucement en travaillant, semblant perdue dans son propre monde. Son badge indiquait « Chloé ». Antoine l'avait déjà vue, mais il ne lui avait jamais prêté attention. Aujourd'hui, cependant, quelque chose le fit s'arrêter. Elle avait une grâce tranquille, même dans son uniforme simple. Lorsqu'elle le vit se tenir là, elle ne s'enfuit pas comme les autres pourraient le faire. Elle sourit poliment et fit un petit signe de tête avant de retourner à son travail. C'est là que l'idée lui vint. C'était scandaleux, peut-être fou, mais plus il y pensait, plus cela semblait parfait. Élodie voulait l'humilier? Très bien. Il se présenterait à son mariage, mais pas seul. Il amènerait quelqu'un qu'elle n'attendrait jamais. Quelqu'un qui remettrait en question tout ce qu'elle pensait savoir sur lui et sur ce qui rendait une personne digne de respect. « Excusez-moi, » dit-il en s'approchant de la colonne. « Chloé, n'est-ce pas ?» Elle se retourna, surprise qu'il connaisse son nom. « Oui, monsieur. Voulez-vous venir un instant dans mon bureau? J'ai une proposition à vous faire. » Chloé hésita, clairement confuse. « Monsieur, il me reste encore le hall à terminer. » « Ce n'est pas grave. Je parlerai à votre superviseur. » Le ton d'Antoine était doux mais ferme. « S'il vous plaît, cela ne prendra pas longtemps. » Dans son bureau, Chloé s'assit nerveusement au bord de l'un de ses fauteuils en cuir, tandis qu'Antoine lui expliquait sa proposition. Il voulait qu'elle l'accompagne à un mariage mondain. Il fournirait tout, la robe, les bijoux, le transport. Tout ce qu'elle avait à faire était d'être elle-même. « Mais pourquoi moi ?» demanda Chloé, le sourcil froncé. « Il y a sûrement beaucoup d'autres femmes qui seraient plus appropriées. » Antoine se rejeta en arrière dans son fauteuil. « Parce que tu es réelle, Chloé. Je t'ai regardé travailler. Tu es fière de ce que tu fais, tu es gentille avec tout le monde, et tu ne prétends pas être ce que tu n'es pas. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Vous voulez dire que vous voulez vous servir de moi pour rendre quelqu'un jaloux ?» Sa franchise le surprit. « Pas jaloux, » corrigea Antoine. « Je veux faire valoir un point sur ce qui compte vraiment chez une personne. » Chloé resta silencieuse. Pendant un long moment, l'étudiant. Enfin, elle parla. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dubois, il semble que vous essayez de vous prouver quelque chose autant qu'à quelqu'un d'autre.
Ces paroles touchèrent plus près de la vérité qu'Antoine ne voulait l'admettre. Mais au lieu de la colère, il ressentit une étincelle d'admiration pour son honnêteté. « Peut-être as-tu raison, reconnut-il, mais vas-tu m'aider? Je te promets que tu seras traité avec le plus grand respect et personne ne te fera sentir mal à l'aise. » Chloé baissa les yeux sur ses mains, puis releva les yeux vers lui. « Ma famille dépend de ce travail, monsieur Dubois. Je ne peux pas risquer de le perdre. J'ai donné ma parole, ton travail est assuré, quelle que soit ta décision. » Antoine le pensait sincèrement. « Prends le temps d'y réfléchir. Fais-moi savoir demain. » Après le départ de Chloé de son bureau, Antoine se tint de nouveau à la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur la ville. Il pensa à Élodie, à Jean-Pierre, à l'empire qu'il avait bâti. Et pour la première fois depuis des mois, il ressentit autre chose que de la colère ou de la douleur. Il ressentait de l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, ce plan fou mènerait à quelque chose d'inattendu. Il ne se doutait pas à quel point les choses deviendraient inattendues. Chloé ne put pas dormir cette nuit-là. Elle était assise à sa petite table de cuisine, une tasse de thé devenant froide devant elle, tandis que les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit. Dieu ne nous envoie que des épreuves que nous sommes capables de surmonter. Mais était-ce un défi ou une erreur en train de se produire? Son petit appartement était calme, sauf pour le ronflement léger venant de la chambre de ses parents. Ils avaient emménagé chez elle après l'AVC de son père qui l'avait rendu incapable de travailler. Les factures médicales avaient été énormes, et dans des moments comme ceux-ci, en regardant la pile de factures impayées sur son comptoir, l'offre de M. Dubois semblait presque une réponse à ses prières. Le lendemain matin, Chloé arriva au travail plus tôt que d'habitude. Elle avait besoin de ce temps calme pour réfléchir. Alors qu'elle nettoyait les rampes en laiton du grand escalier, elle entendit le cliquetis de talons chers sur le marbre. Eh bien, si ce n'est pas la petite femme de ménage qui a attiré l'attention d'Antoine. Chloé se retourna pour se retrouver face à face avec une femme magnifique en costume de créateur. Elle la reconnut immédiatement, grâce aux photos dans le bureau de M. Dubois. Élodie Bernard. « Je fais juste mon travail, madame, » dit Chloé tranquillement, continuant à polir la rampe. Élodie se rapprocha, son parfum excessivement sucré. « Laissez-moi vous donner un conseil amical. Quel que soit le jeu auquel Antoine joue, ne vous laissez pas prendre. Il vous utilisera et vous jettera comme il le fait avec tout le reste. » « Monsieur Dubois a été très gentil avec moi, » répondit Chloé, regardant Élodie droit dans les yeux. « Gentil ?» Élodie rit, mais il n'y avait aucune chaleur. Dans son rire, Antoine ne connaît pas le sens du mot. Tout ce qu'il fait est calculé, tout est une question de victoire. Elle ajusta son sac à main coûteux sur son épaule. « Souvenez-vous simplement, vous n'êtes qu'un pion pour lui. » Alors qu'Élodie s'éloignait, ses talons résonnant dans le hall, les mains de Chloé tremblaient légèrement. Mais au lieu de la peur, elle ressentit autre chose. De la détermination. Elle avait vu quelque chose dans les yeux d'Élodie qui l'avait surprise, de l'insécurité. Plus tard ce matin-là, Chloé frappa à la porte du bureau d'Antoine. Il leva les yeux de son ordinateur, son expression impénétrable. « Je le ferai, » dit-elle simplement. « J'irai au mariage avec vous. » Antoine étudia son visage. « Qu'est-ce qui a changé d'avis ? Disons simplement que j'ai eu une conversation intéressante ce matin. » Chloé redressa les épaules. « Mais j'ai des conditions. » Pendant un instant, Antoine eut l'air surpris, puis à sa surprise, il sourit. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Quelles sont vos conditions ? Premièrement, je veux choisir ma propre robe, quelque chose de modeste dans lequel je me sens à l'aise. » Chloé s'assit, les mains croisées sur ses genoux. « Deuxièmement, je veux être moi-même. Pas besoin de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. C'est exactement ce que je veux, » assura Antoine. « Et troisièmement, Chloé prit une profonde inspiration. Je veux que vous aidiez mon père à entrer dans le programme de rééducation à l'hôpital américain de Paris. Pas gratuitement. Je travaillerai des heures supplémentaires pour payer. Mais ils ont une liste d'attente et... Considérez que c'est fait, interrompit Antoine. Pas besoin d'heures supplémentaires. Monsieur Dubois, je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, Chloé, c'est le paiement d'un service. Il se pencha en avant. Vous me rendez un service en assistant à ce mariage avec moi. Laissez-moi faire cela, en retour. Chloé sentit des larmes piquer ses yeux, mais les essuya. « Merci, » dit-elle doucement. « Ne me remerciez pas encore, » avertit Antoine. « Le plus dur reste à venir. Nous avons 3 semaines pour vous préparer à l'un des plus grands mariages mondains de l'année. » Ce qui suivit fut différent de tout ce que Chloé avait jamais vécu. Chaque soir, après son service, Antoine organisa des rencontres avec différents experts. Il y avait Madame Dubois, une professeure d'étiquette à la retraite, qui lui apprit quelle fourchette utiliser pour chaque plat et comment se tenir lors d'événements formels. Puis,
il y eut Sophie, une coach en art oratoire qui l'aida à s'entraîner à converser avec des invités de la haute société. Mais ce furent les séances du soir, avec Antoine lui-même, qui se révélèrent les plus intéressantes. Il s'asseyait dans son bureau, partageant des repas simples du restaurant libanais du quartier, tandis qu'il lui parlait des invités qu'elle rencontrerait au mariage. Il ne lui parla jamais avec condescendance, ni ne la fit sentir inférieure. Au lieu de cela, il semblait sincèrement intéressé par ses opinions et ses idées. « Parlez-moi de votre famille », demanda-t-il un soir, après qu'ils eurent fini de discuter de la disposition des places au dîner formel. Chloé se retrouva à parler de l'AVC de son père, de l'arrivée de ses parents chez elle, de ses rêves de retourner un jour à l'école. À sa surprise, Antoine écouta attentivement, posant des questions pertinentes. « Vous avez beaucoup sacrifié pour eux, observa-t-il. »« Ce n'est pas un sacrifice quand on aime quelqu'un, » répondit Chloé. « N'est-ce pas ce... Que signifie la famille ?» Antoine resta silencieux pendant un long moment. « Mon père disait que l'amour vous rendait faible, que les affaires sont les affaires, et que les sentiments ne font qu'entraver. Et qu'en pensez-vous » J'avais l'habitude de le croire. Les yeux d'Antoine croisèrent les siens. Maintenant, je n'en suis plus, si sûr. Au fil des semaines, Chloé commença à remarquer des changements chez Antoine. De petites choses au début. Il commença à saluer les agents de sécurité par leur nom, à remercier le personnel de la cafétéria, à remarquer les personnes qui avaient toujours été invisibles pour lui auparavant. Elle le remarqua aussi la regardant lorsqu'il pensait qu'elle ne regardait pas, avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Un après-midi, une semaine seulement avant le mariage, Chloé quittait le travail lorsqu'elle entendit des voix élevées venant du parking souterrain. « Vous avez entendu ? La société de Jean-Pierre Moreau est en train de faire une offre pour racheter les petites filiales de Dubois Industries. » Justement au moment où Antoine est distrait par cette histoire de mariage. Un timing intelligent. Le cœur de Chloé s'alourdit. Était-ce ce qu'Élodie avait voulu dire par tout est calculé? Jean-Pierre utilisait-il son mariage comme une stratégie commerciale? Ce soir-là, elle ne put pas dormir à nouveau. Mais cette fois, son inquiétude n'était pas pour elle, c'était pour Antoine. Elle avait entrevu l'homme derrière la façade puissante, et malgré tous ses efforts, elle commençait à se soucier de ce qui lui arriverait. Alors qu'elle s'endormait enfin, Chloé réalisa quelque chose qui la choqua. Quelque part entre les leçons d'étiquette et les conversations du soir, elle avait cessé de considérer cela comme un simple service ou un arrangement commercial. Et cette prise de conscience la terrifiait plus que toutes les menaces d'Élodie réunies. L'essayage de la robe était prévu pour un mardi après-midi. Antoine avait arrangé pour que Chloé se rende dans l'une des boutiques de luxe parisiennes. Mais à son arrivée, son cœur faillit s'arrêter. À travers la vitrine du magasin, elle vit Élodie essayer ce qui était clairement une deuxième robe de mariée, entourée d'assistantes obséquieuses. « Je peux revenir une autre fois », dit rapidement Chloé à la gérante du magasin, mais il était trop tard. Élodie l'avait repéré. « Chloé, quelle surprise !» lança Élodie, sa voix ruisselant de fausse douceur. « Des achats pour le grand événement ? Comme c'est généreux de la part d'Antoine d'aider à habiller son personnel. » La gérante du magasin regarda incertaine entre elles. Chloé redressa les épaules, se souvenant des paroles d'Antoine sur la dignité étant plus puissante que la colère. « Oui, Monsieur Dubois a été très gentil, » dit-elle calmement. « Mais je suis en fait là pour rencontrer quelqu'un. » Comme sur commande, une femme âgée élégante entra dans la boutique. « Chloé, ma chérie, je suis tellement désolé d'être en retard. » C'était Madame Dubois, la professeure d'étiquette d'Antoine, qui avait évidemment été informée de la situation. Elle fit un bisou aérien sur les joues de Chloé, comme si elles étaient de vieilles amies. « Élodie, ma chère, quelle belle surprise. Cette robe est intéressante. Vous essayez de surpasser votre propre robe de mariée ?» Le visage d'Élodie se contracta. « Je veux simplement que tout soit parfait pour la réception. Jean-Pierre ne ménage aucune dépense pour moi. »« Comme c'est gentil, » dit Madame Dubois d'un ton méprisant. « Viens, Chloé, j'ai fait mettre de côté quelques sélections qui te conviendront parfaitement. » Dans la salle d'essayage privée, Chloé laissa enfin échapper le souffle qu'elle retenait. « Merci pour ce sauvetage. N'importe quoi, ma chérie. Je connais Élodie depuis qu'elle est enfant. Elle a toujours voulu ce qu'elle ne pouvait pas avoir, puis ne l'apprécie pas une fois qu'elle l'a. » Madame Dubois commença à tirer des robes d'important. « Maintenant, trouvons quelque chose qui te fera te sentir belle sans trop en faire. C'est le secret. La vraie élégance ne fait jamais trop d'efforts. » La robe qu'elles choisirent était parfaite. Un vert émeraude profond qui complétait le teint olive de Chloé, avec des manches longues modestes et une jupe fluide. Elle était élégante, sans être tape à l'œil. Exactement ce que Chloé voulait.
Lorsqu'elle retourna au travail ce soir-là, elle trouva Antoine qui l'attendait dans le hall. « Comment s'est passé l'essayage » demanda-t-il, puis remarqua son expression. « Qu'est-il arrivé ?»« Rien que je n'ai pu gérer », l'assura Chloé. Mais sa voix devait avoir trahi quelque chose, car le visage d'Antoine s'assombrit. Élodie était là, n'est-ce pas? Lorsqu'elle hocha la tête, il maudit entre ses dents. « J'aurais dû le savoir, elle ne fait jamais rien par hasard. » Monsieur Dubois. Chloé hésita, puis décida qu'il devait savoir. « J'ai entendu quelque chose hier. À propos de Jean-Pierre Moreau qui fait des démarches pour acheter vos filiales. » L'expression d'Antoine devint réservée. « Tu n'as pas besoin de te soucier des affaires, Chloé. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je pense que si. Si je dois faire partie de tout cela, j'ai besoin de savoir dans quoi je m'engage. » Ils restèrent silencieux un instant, le hall vide résonnant autour d'eux. Enfin, Antoine fit un geste vers les ascenseurs. « Monte à mon bureau. Il y a quelque chose que tu devrais voir. » Dans son bureau, Antoine ouvrit plusieurs documents, sur son ordinateur. Jean-Pierre prévoit cette prise de contrôle depuis des mois. Le mariage, tout fait partie de sa stratégie. Me distraire, me faire paraître faible devant le conseil d'administration. Et Élodie, elle le savait probablement depuis le début. Sa voix était amère. Elle a toujours voulu plus de pouvoir, plus d'influence. Jean-Pierre pouvait lui donner ça. Chloé étudia son visage. « C'est pour ça que vous m'avez invité au mariage? Pour leur montrer que vous n'êtes pas affecté? Au début? Oui. » Antoine la regarda dans les yeux. Mais maintenant, le téléphone de son bureau sonna, interrompant ce qu'il allait dire. « Monsieur Dubois, les membres du conseil d'administration sont là pour la réunion d'urgence. » Antoine appuya sur l'interphone. « Donnez-moi 5 minutes. » Il se retourna vers Chloé. « Je dois m'occuper de ça, bien sûr. » Chloé se dirigea vers la porte, mais Antoine lui attrapa le bras doucement. « Chloé, ce que j'allais dire, ces dernières semaines, faire ta connaissance, il semblait avoir du mal à trouver ces mots, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Tu m'as montré à quoi ressemblait la vraie force, pas le pouvoir ou l'argent, mais la force de caractère. » Chloé sentit son cœur faire un bond, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit et les membres du conseil d'administration commencèrent à entrer. Elle sortit discrètement, le bras encore engourdi là où il l'avait touché. Les jours suivants furent un flou de préparatifs. Le père de Chloé commença son programme de rééducation à l'hôpital américain de Paris, et l'amélioration de son moral fut immédiate. Sa mère pleura de joie lorsqu'il fit ses premiers pas avec le kinésithérapeute, mais tandis que la vie familiale de Chloé s'améliorait, des nuages d'orage se rassemblaient chez Dubois Industries. Elle remarqua plus de réunions nocturnes, plus de visages inquiets parmi les cadres. Antoine avait l'air plus fatigué chaque jour, même s'il trouvait encore le temps pour leur conversation du soir. Puis, 3 jours avant le mariage, tout changea. Chloé nettoyait l'étage des bureaux lorsqu'elle entendit des voix élevées venant du bureau d'Antoine. La porte était légèrement entr'ouverte. « Vous ne pouvez pas être sérieux. » C'était Karim, l'assistant d'Antoine. « Le conseil ne peut pas vous faire ça. » « Ils ont peur, » répondit Antoine avec lassitude. « L'offre de Jean-Pierre semble trop avantageuse sur le papier. C'est un intérêt croissant pour ma propre entreprise. Le mariage aura lieu comme prévu. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir fuir. » Le tissu de Chloé lui échappa des mains, produisant un léger bruit. Les 2 hommes se retournèrent vers la porte. « Chloé » appela doucement Antoine. « Entrez, je vous prie. » Elle entra le cœur battant. « Excusez-moi, je n'ai pas voulu vous écouter. »« Ce n'est rien. » Antoine congédia Karim d'un signe de tête. Une fois seul, il s'affaissa dans son fauteuil, paraissant plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. « Je suppose que vous avez tout entendu ? La plupart des choses ?» admit Chloé. « Que allez-vous faire ?»« Ce que j'ai toujours fait, me battre. » Il lui offrit un sourire fatigué. « Mais je comprendrai si vous souhaitez vous retirer du mariage maintenant. Ce n'est pas à cela que vous vous êtes engagé. » Chloé réfléchit à tout ce qu'elle avait appris sur cet homme au cours des dernières semaines. À sa fierté, oui, mais aussi à sa bonté cachée, à la façon dont il avait aidé son père sans la faire se sentir comme un cas de charité, à la façon dont il avait commencé à voir les gens comme des personnes et non comme de simples pions sur un échiquier. « Quand j'étais petite fille, dit-elle lentement, mon père m'a appris que soutenir quelqu'un uniquement quand les choses sont faciles, ce n'est pas le soutenir du tout. » Antoine la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Chloé, à ce moment-là, son téléphone vibrait de nouveau. Une autre crise, une autre réunion. Mais avant de quitter son bureau, Chloé se retourna. « Je vais toujours à ce mariage avec vous, monsieur Dubois, et nous allons leur montrer exactement quel genre d'homme vous êtes vraiment. » En s'éloignant, elle ne vit pas Antoine la regarder,
ni la façon dont son expression s'adoucissait tandis qu'il murmurait « Je ne vous mérite pas ». Mais quelqu'un d'autre a vu. Devant le bureau, Élodie se tenait dans l'ombre, ses mains parfaitement manucurées, serrées en poing. Elle sortit son téléphone et composa rapidement. « Jean-Pierre, nous avons un problème. Cette petite femme de ménage, elle n'est pas là pour faire joli. Je crois qu'Antoine tient vraiment à elle. » Elle fit une pause, écoutant. « Oui, je sais quoi faire. Au moment du mariage, elle ne sera plus un problème. » Dans l'ascenseur descendant vers son chariot de nettoyage, Chloé n'avait aucune idée que sa décision de soutenir Antoine venait de mettre en mouvement une chaîne d'événements qui allait tout changer. La matinée commença comme les autres. Chloé arriva tôt chez Dubois Industries, prête à commencer sa routine de nettoyage habituelle. Mais lorsqu'elle tendit la main vers son chariot de nettoyage dans la salle de stockage, son superviseur, M. Bernard, l'attendait. « Chloé, nous devons parler. » Son visage était sombre. « Il y a eu une plainte. » Son cœur s'alourdit. « Une plainte? À propos de quoi? Quelqu'un a signalé vous avoir vu consulter des documents confidentiels dans le bureau de M. Dubois après les heures de travail. » Il leva une main alors qu'elle commençait à protester. « Il y a des images de vidéosurveillance. »« C'est impossible. Je ne le ferai jamais. Je suis désolé, Chloé. Mais avec des allégations aussi graves, nous devons vous suspendre en attendant une enquête. » Chloé sentit la pièce tourner. « Monsieur Bernard, je vous en prie, vous me connaissez. Je travaille ici depuis 3 ans sans aucun problème. Je sais, c'est pourquoi c'est si décevant. » Il lui tendit une enveloppe. « La sécurité vous accompagnera à la sortie. N'essayez pas de contacter directement Monsieur Dubois. Toute communication doit passer par la DRH. » Dans un état second, Chloé suivit l'agent de sécurité jusqu'au hall. En passant devant la réception principale, elle vit Élodie debout, parlant à Jean-Pierre Moreau. Élodie croisa son regard et sourit gentiment. Dehors, la chaleur parisienne la frappa comme un mur. Chloé s'assit sur un banc, essayant de penser clairement. La rééducation de son père, les factures de sa famille, le mariage qui n'était plus qu'à 2 jours, tout s'effondrait. Son téléphone vibrait, numéro inconnu. « Allô? Maintenant, vous voyez comme votre vie peut changer facilement. » ronronna la voix d'Élodie. « Mais il y a une solution simple. Appelez Antoine. Dites-lui que vous ne pouvez pas assister au mariage. Inventez une excuse. Faites ça et les images de vidéosurveillance vous montrant en train de voler des documents disparaîtront. Vous m'avez tendu un piège. Bien, sûr que je l'ai fait. Pensiez-vous vraiment que quelqu'un comme vous pouvait entrer dans notre monde sans conséquence? » La voix d'Élodie se durcit. « Vous avez 1 heure pour appeler Antoine, ou les images iront à la police. »« Oh et Chloé, le traitement de votre père à l'hôpital américain de Paris. Considérez-le comme annulé. » La ligne se coupa. Les mains de Chloé tremblaient tandis qu'elle regardait son téléphone. Tout ce pour quoi elle avait travaillé, tout ce dont sa famille avait besoin, était menacé. Et pourquoi? Parce qu'elle avait osé se soucier de quelqu'un au-dessus de sa condition. Pendant ce temps, Antoine enchaînait les réunions, ignorant ce qui se passait. Le conseil d'administration le poussait à accepter l'offre de rachat de Jean-Pierre, arguant que c'était mieux qu'une prise de contrôle hostile. « Les actionnaires les sont nerveux, Antoine », dit un membre du conseil d'administration. « L'offre de Jean-Pierre offre de la stabilité. » « Stabilité ?» Antoine railla. « Il propose d'éviscérer cette entreprise et de la vendre pièce par pièce. Alors ripostez, montrez-nous que vous êtes concentré sur les affaires et non sur les affaires personnelles. » Antoine savait ce qu'il voulait dire. Les ragots à son sujet, amenant une femme de ménage au plus grand mariage de la société, s'étaient répandus comme une traînée de poudre. Son téléphone vibrait. Un autre message de Chloé. Le 3e aujourd'hui. Il devrait la rappeler plus tard. Ce n'est que le soir qu'Antoine eut enfin un moment pour respirer. Il desserra sa cravate et vérifia ses messages. Son sang glaça. « Monsieur Dubois, je suis désolé, mais je ne peux pas assister au mariage avec vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma famille, mais je vous prie de ne plus me contacter. » Quelque chose n'allait pas. Cela ne ressemblait pas du tout à Chloé. Il essaya de l'appeler, mais cela aboutit directement à la messagerie vocale. Puis Karim entra dans son bureau. « Monsieur, vous devez voir ça. » Il ouvrit les images de vidéosurveillance sur l'ordinateur d'Antoine. La DRH les a envoyées. Ils disent que Chloé a été prise en flagrant délit de vol de documents de l'entreprise. Antoine regarda la vidéo granuleuse. Elle montrait quelqu'un qui ressemblait à Chloé fouillant dans son bureau tard dans la nuit. Mais quelque chose semblait bizarre. Quand cela a-t-il été enregistré? Hier soir apparemment. Impossible. Les yeux d'Antoine se rétrécirent. Chloé était avec moi dans mon bureau jusqu'à 9 heures, discutant des préparatifs du mariage. Ces images sont fausses.
Il appuya sur l'interphone. « Appelez-moi le responsable de la sécurité. Maintenant. » Puis il prit ses clés. Karim annulait tout le reste aujourd'hui et découvrait qui a autorisé la suspension de Chloé. De l'autre côté de la ville, Chloé était assise dans son petit appartement, essayant d'expliquer à ses parents pourquoi elle avait perdu son emploi. Son père, toujours faible après son AVC, lui prit la main. « Ma chérie, dit-il, doucement, utilisant son surnom d'enfance pour elle, « qu'est-ce que tu ne nous dis pas ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte. Sa mère ouvrit pour trouver Antoine Dubois debout là, sa veste de costume enlevée, ses manches retroussées. « Je m'excuse de venir sans prévenir, dit-il, mais nous devons parler. » Les yeux de la mère de Chloé s'écarquillèrent. Elle l'invita rapidement à entrer, lui offrant du thé, mais Antoine déclina poliment. Ses yeux étaient fixés sur Chloé. « Pourquoi ne pas m'être adressé à moi ?» demanda-t-il doucement. « Ils ont dit que je ne pouvais pas vous contacter, » répondit Chloé, évitant son regard. « Et puis Élodie. » « Élodie ?» La voix d'Antoine s'aigrit. « Qu'a-t-elle fait ?» Lentement, Chloé lui raconta tout. Les fausses images de vidéosurveillance, les menaces contre le traitement de son père, l'ultimatum concernant le mariage. À chaque mot, l'expression d'Antoine devenait plus sombre. « Donc, vous… » « Voyez, termina Chloé, je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. » Antoine sortit son téléphone et composa un numéro. « Karim, exécutez le plan B. Oui, tout. Et appelez Madame Dubois. Dites-lui que nous avons besoin de son aide pour prouver où Chloé se trouvait vraiment hier soir. » Il se retourna vers Chloé. « Les images de vidéosurveillance sont fausses. Nous pouvons le prouver. Quant au traitement de votre père, j'ai déjà payé l'intégralité du programme à l'avance. Élodie n'y a aucun pouvoir. Mais le mariage est exactement là où nous devons être. » Il y avait une étincelle dangereuse dans ses yeux. Élodie et Jean-Pierre pensaient pouvoir utiliser ce mariage pour me détruire. Très bien, donnons-leur un mariage qu'ils n'oublieront jamais. La mère de Chloé, qui avait écouté silencieusement, prit soudainement la parole. « Monsieur Dubois, avant que vous ne continuiez, j'ai besoin de savoir quelque chose. La réputation de ma fille, son avenir, ce ne sont pas des jeux pour nous. Êtes-vous vraiment prêt à la soutenir, quoi qu'il arrive ?» Antoine se tourna pour faire face à ses parents. Pour la première fois, sa façade polie se brisa complètement. « Quand j'ai demandé à Chloé d'assister à ce mariage, j'avais toutes les mauvaises raisons. Je voulais me venger, faire valoir un point. Mais votre fille… » Il regarda Chloé, sa voix s'adoucissant. « Elle m'a montré ce qu'était la vraie dignité, ce qu'est la vraie force. Et je vous le promets, sur la tombe de mon père, je ne laisserai personne lui faire du mal. » Il y eut un moment de silence profond. Puis le père de Chloé sourit. « Bien, dit-il simplement. Parce que si vous le faisiez, toute la sécurité de Paris ne pourrait pas vous protéger de moi, jambes faibles ou non. » La tension se brisa. Même Antoine rit. Mais alors qu'ils commençaient à planifier leurs prochaines actions, aucun d'eux ne remarqua la voiture garée de l'autre côté de la rue, ni l'homme à l'intérieur prenant des photos d'Antoine, entrant dans l'immeuble modeste de Chloé. En moins d'une heure, ces photos seraient sur le bureau de Jean-Pierre, et Jean-Pierre réaliserait que ce qui avait commencé comme une simple prise de contrôle commercial venait de devenir beaucoup plus compliqué, parce que le grand Antoine Dubois, semble-t-il, avait enfin révélé sa faiblesse. Et dans leur monde, la faiblesse était tout ce qu'il fallait pour faire s'effondrer un empire. Les journaux du matin parurent avec des titres explosifs. L'histoire d'amour secrète d'un magnate des affaires avec une femme de ménage. Les photos étaient partout. Antoine entrant dans l'immeuble de Chloé, ayant un air décidément peu professionnel avec ses manches retroussées et sa cravate desserrée. Le téléphone d'Antoine n'avait pas cessé de sonner depuis l'aube. Les membres du conseil d'administration, les actionnaires, les journalistes, tout le monde voulait des réponses. Mais il était concentré sur quelque chose de complètement différent. Il était assis dans son bureau, regardant les cours boursiers de Dubois Industries chuter régulièrement sur son écran d'ordinateur, tandis que Karim lisait les dernières nouvelles. « Ils disent que vous avez perdu le focus sur l'entreprise, » rapporta Karim, « que votre situation personnelle affecte votre jugement. »« Parfait, » dit Antoine, surprenant son assistant. « C'est exactement ce que Jean-Pierre veut qu'il pense. Monsieur, pendant que tout le monde est distrait par ce scandale, ils ne remarqueront pas ce que nous faisons réellement. » Antoine ouvrit un autre écran sur son ordinateur. « Où en sommes-nous? Avec les comptes offshore, tout est en place. Les contacts de Madame Dubois à l'AMF l'ont confirmé. Jean-Pierre a déplacé de l'argent par le biais de sociétés écrans. Une fois que nous aurons publié la preuve, pas encore, interrompit Antoine. Nous attendons jusqu'au mariage. Impact maximal. Pendant ce temps, Chloé faisait face à sa propre crise.
Son téléphone était inondé de messages de collègues et de voisins. Certains étaient solidaires, d'autres critiques. Sa mère avait débranché leur ligne fixe après le 5e appel d'un journaliste. « Je suis tellement désolée », dit Chloé regardant son père lire le journal avec les sourcils froncés. « Je n'ai jamais voulu attirer ce genre d'attention sur notre famille. » Son père posa le journal. « Tu sais ce que je vois sur ces photos? Je vois un homme qui est venu chez nous, m'a regardé dans les yeux et a promis de protéger ma fille. » Cela signifie plus que n'importe quel titre. À ce moment-là, on frappa de nouveau à la porte. Cette fois, c'était Madame Dubois, portant plusieurs sacs de shopping. « Pas le temps de pleurer, ma chère », annonça-t-elle énergiquement. « Nous avons du travail à faire. Les vautours veulent un spectacle? Donnons-leur en un qu'ils n'oublieront jamais. » Elle commença à sortir des objets de ses sacs, des produits de beauté, des accessoires, et enfin une housse contenant la robe vert émeraude de Chloé. « Le mariage est demain, » dit Madame Dubois, « et tu vas montrer à tout le monde que la vraie classe n'a rien à voir avec l'argent ou le statut. » Pendant que Madame Dubois opérait sa magie, la mère de Chloé regardait les larmes aux yeux. « Tu ressembles à une princesse, » murmura-t-elle lorsqu'elles eurent terminé. « Non, » corrigea Madame Dubois, « elle ressemble à elle-même. C'est bien plus puissant. » De l'autre côté de la ville, dans un appartement de luxe, Élodie faisait une crise de nerfs. « Ce n'était pas censé arriver, » cria-t-elle à Jean-Pierre. Le scandale était censé le faire reculer, pas le rendre plus déterminé. Jean-Pierre la regarda faire les 100 pas, son expression froide. « Calme-toi. Cela pourrait en fait jouer en notre faveur. »« Comment? Tout le monde parle d'eux. Mon mariage est censé être à propos de moi. »« Exactement. » Jean-Pierre sourit. « Tu vas leur donner autre chose dont parler. Demain, pendant ton discours. » De retour chez Dubois Industries, Antoine participait à sa dernière réunion du conseil d'administration avant le mariage. « Les chiffres ne mentent pas, » disait un membre du conseil d'administration. « Nous perdons la confiance. Des investisseurs. L'offre de Jean-Pierre pourrait être notre seule option. »« 24 heures, » répondit calmement Antoine. « Donnez-moi 24 heures avant de prendre des décisions. »« Ce n'est pas à cause de la femme de ménage, n'est-ce pas ?» demanda un autre membre du conseil d'administration, avec scepticisme. Antoine se leva, redressant sa veste. « Messieurs, d'après mon expérience, les gens qui sous-estiment les autres en fonction de leur position dans la vie manquent souvent ce qui est juste devant eux. Demain, vous comprendrez exactement ce que je veux dire. » En quittant la salle du conseil, son téléphone vibrait avec un message de Chloé. « Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que ces dernières semaines ont compté plus pour moi que n'importe quel titre ne pourrait jamais le dire. » Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il commença à taper une réponse, puis la supprima. Certaines choses devaient être dites en personne. Ce soir-là, la ville bourdonnait d'anticipation. Le mariage de l'année était devenu le scandale de l'année, et tous ceux qui étaient quelqu'un avaient une opinion. Mais dans deux endroits très différents de Paris, deux personnes avaient des pensées très similaires. Dans sa chambre modeste, Chloé toucha la robe vert émeraude accrochée à la porte de son placard. « S'il te plaît, laisse-moi être assez forte, » murmura-t-elle. Dans son appartement de luxe, Antoine se tenait à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville. « S'il te plaît, laisse-moi être digne de sa confiance, » murmura-t-il. Aucun des deux ne savait qu'à ce moment-là, dans une salle à manger privée de l'hôtel de Crillon, Jean-Pierre organisait une réunion secrète avec des membres clés du conseil d'administration de Dubois Industries. Le champagne coulait, tandis qu'il exposait sa vision de l'avenir de l'entreprise. Un avenir qui, s'il en avait son mot à dire, laisserait Antoine et Chloé sans rien. « À demain !» leva Jean-Pierre son verre, et à la fin du grand Antoine Dubois. Mais Jean-Pierre avait fait la même erreur qu'Élodie. Il avait sous-estimé le pouvoir des vrais sentiments dans un monde construit sur de fausses apparences. Et demain, au mariage le plus attendu de l'histoire de Paris, tout le monde apprendrait à quel point cette erreur serait coûteuse. Alors que la nuit s'approfondissait, un sentiment de destin s'installa sur la ville. Demain changerait tout. La seule question était pour qui? Les jours de mariage sont censés commencer lumineux et beaux, mais le matin du mariage d'Élodie et de Jean-Pierre, des nuages sombres planaient au-dessus de Paris, menaçant la pluie, quelque chose de rare pour cette période de l'année. « C'est un signe », dit la mère de Chloé alors qu'elle aidait sa fille à se préparer. « Dieu veille, et il sait quel cœur est vrai. » Chloé se tenait devant son petit miroir, se reconnaissant à peine. Madame Dubois était arrivée à l'aube pour l'aider à se préparer. La robe émeraude lui allait parfaitement, et ses cheveux noirs étaient élégamment relevés, avec quelques boucles souples encadrant son visage. « Souviens-toi, » dit Madame Dubois, ajustant la robe de Chloé une dernière fois, « lorsqu'ils essaieront de te faire sentir petite,
Tiens-toi droite. Ta valeur ne se mesure pas à leurs critères. Une voiture noire élégante attendait dehors, envoyée par Antoine. Alors que Chloé se préparait à partir, son père l'arrêta. « Ma chérie, dit-il doucement, quoi qu'il arrive, aujourd'hui sache que nous sommes fiers de toi, non pas à cause du bras sur lequel tu seras, mais à cause de ce que tu es. » De l'autre côté de la ville, dans son appartement de luxe, Antoine se préparait également à la bataille. Il vérifia son téléphone une dernière fois, tout était en place. La preuve des agissements illégaux de Jean-Pierre était prête à être révélée au moment précis. « La presse se rassemble déjà sur la Côte d'Azur, » rapporta Karim. « C'est le plus grand mariage mondain depuis des années. »« Pas pour longtemps, » marmonna Antoine, redressant sa cravate. « Tout est prêt avec l'AMF ?»« Oui, monsieur, ils attendent votre signal. » Le lieu du mariage était une magnifique propriété en bord de mer sur la Côte d'Azur. Des centaines d'invités arrivaient déjà, vêtus de leurs plus beaux atours. Les flashs des appareils photo ne cessaient de crépiter alors que l'élite parisienne faisait son entrée. La voiture d'Antoine arriva à l'entrée où les journalistes l'encerclèrent immédiatement. Mais lorsqu'il sortit et fit le tour pour ouvrir la portière passager, offrant sa main à Chloé, la foule se tut un instant avant d'éclater en bavardage enthousiaste. Chloé sentit son cœur battre la chamade en prenant le bras d'Antoine. « Tout le monde nous regarde, » murmura-t-elle. « Laisse-les faire, » répondit-il doucement. « Tu es magnifique. » À l'intérieur, la salle de bal était somptueusement décorée de milliers de roses blanches. Les invités se retournèrent pour regarder Antoine et Chloé se diriger vers leur table assignée, bien en vue à l'avant, où tout le monde pouvait les voir. Un coup calculé d'Élodie, sans aucun doute. Les partenaires commerciaux de Jean-Pierre étaient déjà assis à des tables voisines. Antoine leur fit un signe de tête poliment, tout en serrant la main de Chloé, de manière rassurante sous la table. « Antoine !» une voix tonitruante s'écria. C'était Bernard Dupont, l'un des membres du conseil d'administration les plus influents. « Vous avez fait pas mal de remous dans les journaux. Comme la presse adore ces histoires, Bernard, » répondit Antoine avec calme. « Oui, mais cette fois, ils ont peut-être raison à propos de votre jugement compromis. » Bernard lança un regard significatif à Chloé. Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Chloé prit la parole. « Monsieur Dupont, je crois qu'un bon jugement se manifeste par la reconnaissance de la vraie valeur, qu'elle soit présentée dans un emballage coûteux ou non. N'êtes-vous pas d'accord ?» Bernard sembla surpris, puis pensif. « Perspective. Intéressante, ma chère. » À ce moment-là, la musique annonça l'arrivée de la mariée. Élodie apparut dans une robe qui devait coûter une fortune, parée de diamants. Mais son sourire était crispé, tandis qu'elle descendait l'allée vers Jean-Pierre qui l'attendait. La cérémonie commença, pleine de fastes et de rituels. Mais, à mi-chemin, le téléphone d'Antoine vibra silencieusement. Un message de Karim. « Ils ont mordu à l'hameçon. L'autorité des marchés financiers, AMF, intervient. » Antoine s'autorisa un petit sourire. La phase 1 était terminée. Jean-Pierre était tellement concentré sur le mariage et sur la destruction d'Antoine qu'il n'avait pas remarqué que ses comptes offshore étaient tracés. La cérémonie se termina et les invités se dirigèrent vers la salle de réception pour les discours. Jean-Pierre prit le micro en premier, jouant parfaitement le rôle du mari dévoué. « Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'amour, » dit-il en levant sa coupe de champagne. « Il s'agit d'union, de rassembler des choses qui vont ensemble. » Il regarda directement Antoine. « Et de laisser partir ce qui ne l'est pas. » La foule murmura, comprenant la double signification. Élodie intervint ensuite, son expression triomphante. « Je voudrais remercier tout le monde d'être venu, » commença-t-elle. « Surtout ceux qui ont amené des invités inattendus. » Elle fit une pause pour l'effet. « Vous savez, c'est drôle comme certaines personnes feront n'importe quoi pour prouver qu'elles ne sont pas blessées. Même engager quelqu'un pour faire semblant. Ça suffit. » La voix d'Antoine coupa la pièce tandis qu'il se levait. L'autorité de son ton fit taire tout le monde. « Antoine, » avertit Jean-Pierre, « ne fais pas de scène. » « Une scène ?» Antoine rit doucement. « Non, Jean-Pierre, ce qui va se passer n'est pas une scène. C'est la justice. » Il sortit son téléphone et appuya sur un bouton. Soudain, les grands écrans autour de la salle, destinés à montrer des photos de mariage, s'animèrent. Des documents financiers apparurent, montrant des preuves détaillées des agissements illégaux de Jean-Pierre. « Pendant que vous étiez occupé à essayer de me détruire, » annonça Antoine à la foule choquée, « vous avez été négligent. Ces sociétés écrans aux îles Caïmans, pas aussi bien cachées que vous le pensiez. » La salle explosa dans le chaos. Des agents de sécurité apparurent aux portes. Pas la sécurité de l'hôtel, mais les autorités financières gouvernementales. Le visage de Jean-Pierre était devenu pâle. « Vous ne pouvez rien prouver, »
bredouilla-t-il. En fait, si, dit une nouvelle voix. Bernard Dupont se leva. Le conseil d'administration a observé de plus près que vous ne le pensiez, Jean-Pierre. Nous avions juste besoin de preuves. Élodie regarda frénétiquement Jean-Pierre et Antoine. C'est un mensonge. Il est juste jaloux parce que j'ai choisi Jean-Pierre plutôt que lui. Non, Élodie, intervint Chloé, sa voix claire et forte. Elle fait ça parce que c'est juste. Quelque chose à laquelle vous devriez réfléchir. Alors que Jean-Pierre était emmené par les autorités, Élodie s'effondra sur une chaise, son mariage parfait ruiné. Les invités parlaient avec excitation. Les téléphones sonnaient et les reporters à l'extérieur avaient vent de ce qui se passait. Au milieu du chaos, Antoine se tourna vers Chloé. « Je suis désolé que tu aies dû faire partie de tout ça. Ne le sois pas, dit-elle doucement. Certaines choses valent la peine de se battre. » Leurs regards se croisèrent et à ce moment-là, quelque chose changea. Le complot de vengeance, la prise de contrôle de l'entreprise, le scandale social. Rien de tout cela ne semblait plus avoir d'importance. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse parler, Bernard Dupont s'approcha avec d'autres membres du conseil d'administration. « Antoine, nous devons parler. L'entreprise peut attendre demain, » interrompit Antoine sans quitter Chloé des yeux. « Pour l'instant, je crois que je dois une danse à cette dame. » Alors qu'il emmenait Chloé sur la piste de danse, les murmures recommencèrent. Mais cette fois, ils ne portaient pas sur le scandale ou la vengeance. Ils portaient sur la façon dont Antoine Dubois, l'homme d'affaires le plus puissant de Paris, regardait la femme en robe émeraude, non pas avec triomphe ou satisfaction, mais avec quelque chose qui ressemblait remarquablement à l'amour. Le mariage qui devait être l'événement social de l'année à Paris était devenu quelque chose de complètement différent. Et alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber dehors, lavant le vieux et faisant place au nouveau, deux personnes dansaient, insensibles à tout sauf l'un à l'autre. Mais dans un coin tranquille de la salle de bal, quelqu'un les observait avec des yeux calculateurs. Car dans leur monde, les fins heureuses n'étaient jamais garanties. Il fallait les conquérir. Et cette histoire n'était pas encore terminée. Le lendemain du mariage, Paris bruissait de scandales. Chaque chaîne d'information montrait des images de Jean-Pierre emmené par les autorités, tandis que les médias sociaux explosaient de vidéos de la crise de nerfs d'Élodie à la réception. Mais ce sont les autres vidéos qui ont vraiment fait parler les gens. Des extraits d'Antoine Dubois dansant avec Chloé, la regardant comme si elle était la seule personne dans la pièce. L'homme le plus éligible de la ville et une femme de ménage. C'était comme quelque chose sorti d'un conte de fées. Chloé était assise à la petite table de cuisine de sa famille, parcourant les gros titres sur son téléphone. Sa mère préparait le petit déjeuner, fredonnant joyeusement en travaillant. « Ils appellent ça le mariage du siècle », dit Chloé, mais pas à cause des mariés. Son père leva les yeux de son journal. « Es-tu prête pour ce qui va suivre, ma chérie ? Être sous les feux de la rampe n'est pas facile. » Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte. C'était Karim, l'assistant d'Antoine. « Mademoiselle Lefebvre, dit-il formellement. Monsieur Dubois vous demande votre présence au bureau, c'est urgent. » Chez Dubois Industries, tout était chaos. La police fouillait l'ancien bureau de Jean-Pierre, emportant des cartons de documents. Les membres du conseil d'administration se précipitaient dans les couloirs, l'air inquiet. Antoine était dans son bureau, sa veste enlevée, entouré de papiers. Quand il vit Chloé, son visage fatigué s'illumina. « Je suis désolé de t'appeler comme ça, dit-il, mais j'avais besoin de te voir. Tout va bien. L'arrestation de Jean-Pierre n'est que le début. Tout son réseau fait l'objet d'une enquête. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé ici. » Il prit une profonde inspiration. Le conseil d'administration se réunit dans 1 heure pour discuter de l'avenir de l'entreprise. Et j'ai besoin de savoir quelque chose avant d'y aller. Le cœur de Chloé se mit à battre plus vite. Quoi? Si je renonçais à tout ça, l'entreprise, la richesse, tout, est-ce que tu... La porte du bureau s'ouvrit, en grand. C'était Bernard Dupont, l'air paniqué. « Antoine, ils ont trouvé quelque chose dans les dossiers de Jean-Pierre. Quelque chose à propos de la mort de votre père. » Le silence tomba dans la pièce. Chloé observa la couleur s'échapper du visage d'Antoine. « Quoi à propos de la mort de mon père ?» Bernard lança un regard nerveux à Chloé. Antoine hocha la tête. « Elle peut entendre ça. Il y a des documents qui suggèrent que l'accident de voiture de votre père n'était pas un accident du tout. Jean-Pierre planifiait cette prise de contrôle depuis des années. Il avait l'aide de quelqu'un au sein de votre famille. Qui? La voix d'Antoine était mortellement calme. Votre oncle Marc. Il travaille avec Jean-Pierre depuis le début. Chloé regarda le monde d'Antoine s'effondrer pour la 2e fois en 24 heures. Elle avait entendu parler de son oncle Marc, l'homme qui avait aidé à élever Antoine après la mort de son père, qui lui avait tout appris sur les affaires. Où est-il maintenant?
demanda Antoine. C'est ça le problème, dit Bernard. Il a disparu, et il a emporté quelque chose avec lui, des documents qui pourraient détruire non seulement l'empire de Jean-Pierre, mais aussi le vôtre. Antoine se tourna vers la fenêtre, les épaules tendues. « Laissez-nous, s'il vous plaît. » Après le départ de Bernard, Chloé s'approcha d'Antoine. « Que puis-je faire ?» Il se retourna pour la regarder, les yeux remplis de douleur et de colère. « Tu devrais partir. Ce qui va arriver ensuite, ça va devenir laid. Je ne peux pas te demander de faire partie de tout ça. Vous ne me le demandez pas. Je vous le propose. Chloé, tu ne comprends pas, mon oncle, il sait des choses sur moi, sur mon passé, des choses dont je ne suis pas fier. Alors dites-le-moi, dit-elle simplement. Laissez-moi décider par moi-même. » Pendant un instant, il sembla qu'il pourrait le faire. Puis son téléphone sonna. Le conseil d'administration attendait. « Rentrez chez vous, dit-il doucement. S'il te plaît, je t'appellerai quand ? Ce sera fini. » Mais alors que Chloé quittait son bureau, elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement s'en aller. Pas quand elle vit le regard perdu dans ses yeux, si différent de l'homme confiant qui avait dansé avec elle la nuit dernière. Dans le hall, elle rencontra Madame Dubois. « Ma chère, » dit la femme plus âgée, observant l'expression inquiète de Chloé, « promenons-nous. » Alors qu'elle se promenait dans le parc voisin, Madame Dubois lui raconta des choses sur le passé d'Antoine qui n'avaient jamais été publiées dans les journaux. À propos de la façon dont la mort de son père l'avait transformé d'un jeune homme insouciant en quelqu'un obsédé par le contrôle et le succès. À propos de la façon dont son oncle Marc avait encouragé cette transformation, le poussant à être plus dur, plus froid, plus impitoyable. « Mais ensuite, tu es arrivé, » dit Madame Dubois, « et pour la première fois depuis des années, j'ai vu des aperçus de l'ancien Antoine. »« Que dois-je faire ?» demanda Chloé. « La question est, ma chère, qu'es-tu prête à faire ? Parce que Marc ne détruira pas seulement les affaires d'Antoine, il détruira l'homme lui-même. Et en ce moment, Antoine pense que repousser tout le monde les protégera. » Chloé y réfléchit. Elle pensa à sa vie simple avant tout ça, aux inquiétudes de sa famille, à la chose sensée à faire. Puis, elle pensa au visage d'Antoine lorsqu'il la regardait pendant qu'il dansait, à la façon dont il l'avait défendu, à l'homme qu'elle savait qu'il pouvait être s'il lâchait prise sur son passé. « J'ai besoin de votre aide, » dit-elle à Madame Dubois, « et je crois que je sais où Marc pourrait se trouver. » À des kilomètres de là, dans une villa privée à la périphérie de Paris, Marc Dubois se préparait effectivement à quitter le pays. Mais d'abord, il avait une réunion. « Tout se déroule comme prévu, » dit-il à la personne assise en face de lui. « Antoine sera trop occupé à gérer le désordre de Jean-Pierre pour remarquer ce que nous faisons réellement. »« Êtes-vous sûr ?» demanda son compagnon. « Il semble différent depuis que cette fille est entrée dans sa vie. »« Ah oui, la femme de ménage. » Marc sourit froidement. « Ne vous inquiétez pas pour elle. Lorsque nous aurons terminé, Antoine ne fera plus confiance à personne, pas même à elle. » Le compagnon se pencha vers la lumière. C'était Élodie, son maquillage de mariage remplacé par une expression dure et déterminée. « Il m'a humilié, dit-elle. Faites-le payer. »« Oh, il le fera. C'est promis, Marc. Quand nous aurons terminé, mon cher neveu regrettera d'avoir jamais entendu le nom de Chloé. » Chez Dubois Industries, Antoine était assis seul dans son bureau, regardant une vieille photo de lui avec son père et son oncle. La réunion du conseil d'administration avait été reportée à demain. Tout s'effondrait et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas comment y remédier. Son téléphone s'alluma avec un message de Chloé. « Votre passé ne vous définit pas. Laissez-moi vous aider. » Il commença à répondre, puis s'arrêta. La dernière personne en qui il avait eu entièrement confiance était son oncle. Comment pouvait-il risquer de faire de nouveau confiance ? Mais alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant de longues ombres par la fenêtre de son bureau, Antoine Dubois allait apprendre que parfois, le plus grand risque n'est pas de faire confiance à quelqu'un, c'est de repousser la seule personne qui pourrait vous sauver de vous-même. Certains secrets restent enfouis pendant des années, cachés sous des couches de mensonges et de trahison. Mais lorsqu'ils finissent par être révélés, ils changent tout. Chloé était assise dans le salon élégant de Madame Dubois, entourée de vieux albums photos. La femme, plus âgée, avait tenu des registres détaillés de la scène sociale parisienne pendant des décennies, et quelque part dans ces photos se trouvait l'indice dont elles avaient besoin. « Voilà », dit Madame Dubois en pointant du doigt une photographie jaunie. Cela a été pris la semaine avant la mort du père d'Antoine. La photo montrait un jeune Marc Dubois à un dîner d'affaires, assis à côté d'un visage familier, le père de Jean-Pierre. « Ils se connaissaient ?» demanda Chloé surprise. Plus que ça, ils planifiaient quelque chose de grand, quelque chose qui aurait fusionné leurs entreprises. Les yeux de Madame Dubois se rétrécirent.
Mais le père d'Antoine s'y est opposé. Il a dit que certaines transactions coûtaient trop cher. 1 semaine plus tard, il était mort, chuchota Chloé, dans un accident de voiture, exactement comme celui qu'ils ont essayé d'organiser pour Antoine à son mariage avec Élodie. Chloé leva la tête brusquement. Quoi? Ah oui, ma chère. Les freins de la voiture d'Antoine avaient été trafiqués. Il a eu de la chance de survivre. Tout le monde a supposé que c'était juste un accident, mais maintenant, nous devons le lui dire. Nous le ferons. Mais d'abord, nous avons besoin de preuves. Antoine ne croira pas son oncle capable de cela sans preuves. Pendant ce temps, chez Dubois Industries, Antoine faisait face à sa propre crise. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence. « Les marchés sont nerveux », expliqua Bernard. « Avec l'arrestation de Jean-Pierre et ses rumeurs concernant votre oncle, nos actions chutent. Nous devons montrer de la stabilité. » « Que suggérez-vous » demanda Antoine, bien qu'il le sache déjà. « Démissionner temporairement. Juste jusqu'à ce que cela se calme. Laissez quelqu'un d'autre gérer les opérations quotidiennes. Quelqu'un comme vous, Bernard ?» L'homme plus âgé eut la grâce de paraître gêné. Ce ne serait que temporaire. Avant qu'Antoine ne puisse répondre, sa secrétaire s'engouffra dans la pièce. « Monsieur, vous devez voir ça !» La télévision du bureau montrait des nouvelles de dernière minute. Marc Dubois avait convoqué une conférence de presse. « Mon neveu est un homme troublé », disait Marc, le visage plein d'inquiétude. D'abord le scandale avec son ancienne fiancée, puis cette malheureuse affaire avec Jean-Pierre Moreau. Et maintenant cette relation inappropriée avec une employée. Je crains que la pression de la direction de l'entreprise ne soit devenue trop forte pour lui. Les mains d'Antoine se serrèrent en poing, tandis que son oncle continuait. En tant que seul parent vivant, je pense qu'il est de mon devoir d'intervenir. Je conteste officiellement le contrôle d'Antoine sur Dubois Industries pour des raisons d'instabilité mentale. La salle du conseil explosa dans le chaos. Les téléphones se mirent à sonner. Mais Antoine n'entendait presque rien. Son esprit revenait aux derniers mots de son père. « Fais confiance à ton cœur, mon fils, dans les affaires et dans la vie. » Il avait oublié ce conseil au fil des ans, l'avait enterré sous des couches d'ambition et de contrôle. Mais maintenant, son téléphone vibra. Un message de Chloé. « Rendez-vous à l'hôtel Plaza Athénée. Apportez les anciens dossiers de votre père. Faites-moi confiance. » De l'autre côté de la ville, dans la villa de Marc, Élodie marchait nerveusement. « Êtes-vous sûr que cela va fonctionner ?» demanda-t-elle. « Antoine n'est pas stupide. Il va se défendre. »« Bien sûr qu'il le fera, » sourit Marc. « C'est exactement ce que nous voulons. Plus il se battra, plus il paraîtra instable. Et quand la vérité sur la mort de son père sera révélée... » « Quelle vérité ? » ?»« La vérité que nous allons créer, ma chère. Après tout, les morts ne peuvent pas nier notre version des événements. » À l'hôtel Plaza Athénée, Chloé attendait dans une salle de réunion privée avec Madame Dubois et quelqu'un d'autre. Un homme âgé qu'Antoine ne s'attendait jamais à revoir. « Monsieur Dubois », halta Abdul Rahman en se levant difficilement de sa chaise. « Vous ressemblez à votre père. » Antoine s'arrêta, net. « Le père de Jean-Pierre ? Mais vous avez disparu il y a des années. » « Après la mort de... » « Votre père, » hocha la tête Abdul, « parce que je savais trop de choses. Mais maintenant, il est temps de réparer les choses. » Au cours de l'heure suivante, Abdul Rahman raconta une histoire qui changea tout ce qu'Antoine pensait connaître de son passé, à propos de la façon dont Marc et le père de Jean-Pierre avaient prévu de voler les deux entreprises par le biais d'un stratagème de fraude complexe, à propos de la façon dont le père d'Antoine avait découvert leurs plans et les avait menacés de les dénoncer. « La nuit précédant l'accident, » dit Abdul, la voix tremblante, « je les ai entendus planifier. J'étais trop lâche pour l'arrêter. Mais j'ai gardé des preuves. » Il présenta une enveloppe usée. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photographies et une lettre écrite par le père d'Antoine le soir de sa mort. Alors qu'Antoine lisait les derniers mots de son père, les larmes lui remplirent les yeux. Chloé s'approcha pour se tenir à ses côtés, sa main trouvant la sienne. « Vous n'avez pas à faire face à cela seul, » dit-elle doucement. Pour la première fois depuis des années, Antoine sentit les murs autour de son cœur s'effondrer. Il regarda Chloé, voyant non seulement sa beauté, mais sa force, sa compassion, sa foi inébranlable en lui. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi avez-vous fait tout ça pour moi ?»« Parce que je vous vois, » dit-elle simplement. « Pas l'homme d'affaires, pas le milliardaire, juste vous. » Madame Dubois se racla la gorge. « Aussi, touchant que cela soit, nous avons du travail à faire. Marc va bientôt passer à l'action et nous devons être prêts. »« En fait, » dit Abdul en vérifiant son téléphone, « nous sommes peut-être trop tard. » Il augmenta le volume de la télévision de la salle. Marc faisait une autre annonce, mais cette fois,
il n'était pas seul. À ses côtés se tenait quelqu'un qu'il ne s'attendait jamais à voir. Les pièces de ce puzzle remontent à plusieurs années, disait Marc. Et enfin, nous avons quelqu'un qui est prêt à raconter toute l'histoire. Quelqu'un qui était là le soir de la mort de mon frère. La caméra pivota pour révéler une femme âgée, le visage marqué par la culpabilité et la peur. Le cœur d'Antoine s'arrêta. « C'est impossible, chuchota-t-il. » Chloé lui serra la main. « Qui est-ce ?»« Ma mère. » La femme qu'ils observaient était supposée être morte dans un accident d'avion, alors qu'Antoine était enfant. Mais la voici bien vivante, sur le point de raconter une histoire qui pourrait tout détruire, y compris la vérité sur ce qui s'est réellement passé le soir de la mort du père d'Antoine. Dans le silence stupéfait qui suivit, le téléphone de Madame Dubois vibra. Elle lut le message et pâlit. « Le conseil d'administration a convoqué un vote d'urgence, dit-elle. Dans le silence stupéfait qui suivit, le téléphone de Madame Dubois vibra. Elle lut le message et pâlit. « Le conseil d'administration a convoqué un vote d'urgence, dit-elle. » Chloé Lefebvre regarda Antoine Dubois, s'attendant à voir la défaite dans ses yeux. Au lieu de cela, elle vit autre chose, de la détermination. « Alors nous avons 1 heure pour sauver l'héritage de mon père, dit-il, et exposer 2 décennies de mensonges. » Mais alors qu'ils se précipitaient pour quitter l'hôtel, aucun d'eux ne remarqua le petit point rouge d'un viseur laser apparaissant brièvement dans le dos d'Antoine. Dans un immeuble de l'autre côté de la rue, un homme parlait à voix basse dans son téléphone. « Il bouge, dois-je tirer ?» La voix de Marc Dubois crépita au bout du fil. « Non, suivez-les. Je veux savoir exactement quelles preuves ils ont avant que nous mettions fin à ça. D'une manière ou d'une autre, avant minuit ce soir, mon neveu aura tout perdu de ce qui lui était cher. » Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge. Un orage s'approchait, littéralement et figurément. Et au matin, rien ne serait plus jamais le même. Le tonnerre grondait au-dessus de la skyline parisienne, tandis que la voiture d'Antoine filait à travers les rues qui s'assombrissaient. Sur la banquette arrière, Madame Dubois et Abdul examinaient les dossiers de preuves. Chloé Lefebvre était assise à côté d'Antoine, observant son visage pendant qu'il conduisait. « Parle-moi, » dit-elle doucement. « De ta mère. » Les mains d'Antoine se serrèrent sur le volant. « J'avais 10 ans lorsqu'on m'a dit qu'elle était morte. Crash d'avion, au-dessus de la Méditerranée. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. » Sa voix devint amère. « Maintenant, je sais pourquoi. »« Monsieur, » appela Jean depuis le siège passager avant, regardant sa tablette. « La réunion du conseil a déjà commencé. Et il y a autre chose. Votre mère va faire une déclaration dans 30 minutes. Ou, en direct depuis le hall principal de Dubois Industries. » La mâchoire d'Antoine se serra. « Il le fait dans mon propre bâtiment, en s'assurant que tout le monde le voit. » La pluie commença à tomber, de grosses gouttes frappant le pare-brise. Madame Dubois leva les yeux des dossiers. « Antoine, il y a quelque chose d'étrange. Ici, ces virements bancaires d'il y a 20 ans. Ils sont toujours actifs. Qu'est-ce que tu veux dire? De l'argent circule toujours à travers ces comptes. De grosses sommes, chaque mois, vers une société offshore appelée Desert Rose Holdings. » Les yeux de Chloé Lefebvre s'écarquillèrent. « C'est la société qui possède le château où Marc Dubois séjourne. J'ai vu le nom sur le portail. » Antoine fit un virage serré, les pneus grinçant sur la route mouillée. « Jean, que savons-nous sur Desert Rose Holdings ?»« Je vérifie, monsieur. » Les doigts de Jean volèrent sur la tablette. « C'est enregistré au nom de votre mère. Elle reçoit des paiements réguliers depuis 20 ans. » Les pièces commencèrent à s'emboîter dans l'esprit d'Antoine. Elle a été payée pour disparaître, pour laisser tout le monde croire qu'elle était morte. Mais pourquoi? Parce qu'elle savait quelque chose, dit Abdul. Tranquillement. Quelque chose sur la mort de votre père que Marc Dubois ne pouvait pas risquer de voir révéler. Un coup de tonnerre retentit au-dessus d'eux alors qu'ils pénétraient dans le parking souterrain de Dubois Industries. Des agents de sécurité s'approchèrent de la voiture, mais reculent lorsqu'ils reconnurent Antoine. La réunion du conseil est au dernier étage, rapporta Jean. La diffusion de votre mère est en cours d'installation dans le hall. Nous avons 20 minutes. Séparons-nous, décida Antoine. Jean, apporte les preuves à Bernard Dupont. À la réunion du conseil. Madame Dubois, vous et Abdul essayez de retarder la diffusion. Chloé, je viens avec toi, dit-elle fermement. Non, j'ai besoin que tu fasses autre chose, quelque chose que toi seul peux faire. Il expliqua rapidement. Les yeux de Chloé Lefebvre s'écarquillèrent, mais elle acquiesça. Fais attention, murmura-t-elle, serrant sa main. Alors qu'ils se séparaient, l'orage extérieur s'intensifia. La foudre illumina la skyline parisienne
éclairant le logo de Dubois Industries au sommet du bâtiment. Antoine prit l'ascenseur des bureaux directement jusqu'à son bureau de son appartement de luxe. Il savait que sa mère serait là. C'est là qu'elle avait l'habitude de lui lire des histoires lorsqu'il était enfant, là où son père avait travaillé tard dans la nuit, là où tout avait commencé. Le bureau était sombre à son entrée, éclairé seulement par les éclairs à travers les fenêtres du sol au plafond. Une silhouette se tenait près de la fenêtre, une femme en robe noire, coûteuse. « Bonjour, mère » dit Antoine doucement. Isabelle Dubois se retourna lentement. 20 ans avaient marqué son visage, mais ses yeux étaient les mêmes, sombres et impénétrables, tout comme les siens. « Mon fils » murmura-t-elle, « tu es devenu si beau, épargne-moi ça. » La voix d'Antoine était froide. « Pourquoi maintenant? Après toutes ces années, pourquoi revenir? Parce qu'il est temps que tu connaisses la vérité, à propos de ton père, à propos de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Tu veux dire le mensonge pour lequel Marc Dubois t'a payé? » Le visage d'Isabelle Dubois montra une surprise sincère. « Tu ne comprends pas. Marc Dubois m'a protégé. T'a protégé. Nous a protégés? En tuant père? Ah, ton père n'était pas l'homme que tu croyais. » La voix d'Isabelle Dubois s'éleva. « Il allait tout détruire. La société, le nom de notre famille, tout. Non, dit une nouvelle voix de la porte. Il allait révéler la vérité. » Le cœur d'Antoine s'arrêta. Debout sur le seuil se trouvait Chloé Lefebvre, et avec elle un agent de sécurité âgé qu'il reconnaissait à peine. « Dis-le lui, Jean, » dit Chloé Lefebvre doucement. « Dis-lui ce que tu as vu cette nuit-là. » Jean fit un pas en avant, son vieil uniforme toujours impeccable, malgré ses années de retraite. « J'étais de service le soir où Monsieur Dubois est mort. Je t'ai vu, Madame Dubois, dans le bureau de Marc Dubois. Vous vous disputiez à propos des livres de la société, à propos d'argent qui manquait. » Le visage d'Isabelle Dubois pâlit. « Tu n'as aucune preuve. N'en ai-je pas ?» Jean sortit un vieux téléphone. À l'époque, les caméras de sécurité enregistraient sur des cassettes. Mais je venais d'acheter mon premier téléphone avec caméra. J'ai pensé que c'était plutôt intelligent d'enregistrer le flux de sécurité dessus. Je n'aurais jamais pensé que j'en aurais besoin, jusqu'à ce que les cassettes disparaissent mystérieusement le lendemain. Il appuya sur lecture. La vidéo granuleuse montrait clairement Isabelle Dubois et Marc Dubois en train de se disputer, leur voix à peine audible. « Il sait, » disait Isabelle Dubois, « il a trouvé les virements. »« Alors il faut s'en occuper, » répondit Marc Dubois froidement. « Ce soir. Mais c'est ton frère, et cette société est ma vie. Fais ton choix, Isabelle Dubois. Aide-moi ou perds tout. » La vidéo se termina. Isabelle Dubois s'effondra sur une chaise, sa façade soigneusement construite s'effondrant. « Il a dit que personne ne serait blessé, » murmura-t-elle. « Juste que Malik aurait assez peur pour démissionner. Je ne savais pas qu'ils allaient le tuer. »« Mais tu as laissé accuser le père de Jean-Pierre Moreau, » dit Antoine. « Tu as pris l'argent et tu as disparu, laissant ton propre fils croire que tu étais morte. »« J'étais une lâche, » admit Isabelle Dubois, les larmes coulant. « Et une fois que le mensonge a commencé, je n'ai pas pu l'arrêter. Marc Dubois a dit qu'il te tuerait si je revenais un jour. » La foudre brilla à nouveau, et dans son éclat vif, ils virent une autre silhouette dans l'embrasure de la porte. Marc Dubois se tenait là, une arme braquée sur Antoine. « Comme c'est décevant, » dit-il tranquillement. « J'avais préparé une histoire si parfaite. » La mère endeuillée révélant comment l'instabilité mentale de son mari a conduit à sa propre mort. L'histoire se répétant avec le fils. Il sourit froidement. « Maintenant, je vais devoir improviser. »« C'est fini, oncle, » dit Antoine calmement. « Le conseil à l'épreuve. La police est en route. Tu crois que l'épreuve importe ?» Marc Dubois rit. « L'argent compte, le pouvoir compte. Au moment où ils arriveront, tu auras suivi les traces tragiques de ton père. Et ta petite femme de ménage pourra te rejoindre. » Il braqua l'arme vers Chloé Lefebvre. Mais avant qu'il ne puisse tirer la détente, Isabelle Dubois se jeta soudainement en avant, le déséquilibrant. L'arme se déchargea, le coup partant dans le vide. Ce qui arriva ensuite sembla se dérouler au ralenti. Des agents de sécurité firent irruption, menés par Jean. Marc Dubois essaya de fuir, mais glissa sur le sol de marbre mouillé où la pluie avait pénétré par la porte du balcon ouverte. En tombant, il attrapa le bras de Chloé Lefebvre, la tirant vers le bord du balcon. Antoine bougea sans réfléchir, plongeant en avant. Sa main attrapa celle de Chloé Lefebvre juste au moment où Marc Dubois perdait son équilibre. Mais Marc Dubois ne tombait pas seul. Son autre main avait attrapé la veste d'Antoine. Pendant un instant, ils furent figés dans un tableau terrible. Chloé Lefebvre tenant la main d'Antoine, Antoine étendu entre elle et l'oncle qui avait détruit sa famille, à 40 étages au-dessus des rues détrempées de Paris. « Aide-moi »
supplia Marc Dubois, sa façade froide se fissurant enfin. « Neveu, s'il te plaît. » Antoine regarda dans les yeux de son oncle, voyant pour la première fois non pas l'homme puissant qui avait façonné sa vie, mais une âme désespérée et hantée qui avait tout perdu de ce qui importait vraiment. « Je te pardonne, » dit Antoine doucement. Puis, de sa main libre, il tendit la main pour attraper le bras de son oncle juste au moment où les agents de sécurité se précipitèrent pour les ramener tous en sécurité. Alors que Marc Dubois était emmené menotté, Antoine serra Chloé Lefebvre dans ses bras, sentant ses tremblements. « Vas-tu bien » murmura-t-il. Elle hocha la tête contre sa poitrine. « J'avais tellement peur, non pas de tomber, mais de te perdre. » Isabelle Dubois les regarda, les larmes coulant sur son visage. « Tu es une meilleure personne ?»« Que je ne l'ai jamais été, » dit-elle à son fils. « Tu as choisi l'amour plutôt. » Près de l'entrée, Isabelle Dubois était arrivée, sa première apparition publique depuis le scandale. La foule se divisa tandis qu'elle se dirigeait vers son fils. « Mère, » dit Antoine sèchement, ils avaient un peu parlé depuis, cette nuit-là, tous deux incertains de la façon de combler 20 ans de mensonges. « Antoine, s'il te plaît, » dit Isabelle Dubois avec insistance, « ne fais pas ton annonce ce soir. Il y a quelque chose que tu dois savoir d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Élodie Bernard apparut à côté d'eux, son sourire cassant. « Madame Dubois, comme c'est charmant de vous voir. Antoine, chéri, tout le monde attend votre discours. » Antoine regarda les deux femmes, sentant des courants sous-jacents qu'il ne comprenait pas. Mais la foule se rassemblait en effet, attendant avec impatience. Il se dirigea vers la petite scène, emmenant Chloé Lefebvre avec lui. La salle devint silencieuse lorsqu'il prit le micro. « Il y a 20 ans, commença-t-il, mon père avait un rêve pour cette société. Non seulement construire des bâtiments ou gagner de l'argent, mais construire un héritage de vérité et d'honneur. J'ai perdu de vue ce rêve en chemin, mais quelqu'un m'a aidé à le retrouver. » Il se tourna vers Chloé Lefebvre, lui prenant la main. « C'est pourquoi ce soir j'annonce non seulement une nouvelle fondation caritative au nom de mon père, mais aussi, il s'agenouilla, sortant une petite boîte. « Chloé Lefebvre, veux-tu arrêter ?» La voix d'Élodie Bernard retentit. Elle s'avança, serrant une enveloppe Kraft. « Avant de te ridiculiser, tu devrais voir ça. » Elle tendit l'enveloppe à Antoine. À l'intérieur se trouvèrent des photos, de vieilles photos montrant son père dans ce qui semblait être des réunions secrètes avec des rivaux commerciaux. « Ton père n'était pas le saint que tu crois, » dit Élodie Bernard triomphalement. Il prévoyait de vendre la société avant que Marc Dubois ne l'arrête. Ceci le prouve. Un murmure parcourut la foule. Mais avant qu'Antoine ne puisse répondre, une autre voix se fit entendre. « Non, ce n'est pas le cas. » Isabelle Dubois fit un pas en avant. « Parce que j'ai pris ces photos. Ton père, » elle se tourna vers Antoine, rencontrait des enquêteurs fédéraux. Il avait découvert que Marc Dubois travaillait avec des agents étrangers vendant des technologies classifiées par l'intermédiaire de la société. C'est ce qui lui a coûté la vie. C'est pourquoi j'ai dû disparaître, parce que je savais que si je restais, il te tuerait aussi. » Le visage d'Élodie Bernard pâlit. « Tu mens. Est-ce que je mens ?» Isabelle Dubois ouvrit son sac à main, sortant une vieille clé USB. « Ceci contient les vrais documents, pas les faux que Marc Dubois t'a donnés. Pourquoi crois-tu qu'il t'a gardé près de lui, Élodie Bernard? Tu n'étais qu'un autre pion. » Dans son jeu, des agents de sécurité apparurent, entourant discrètement Élodie Bernard. Dans la confusion, elle laissa tomber l'enveloppe, les photos se dispersant sur le sol. Alors qu'il l'emmenait, elle regarda Antoine avec des larmes aux yeux. « Je voulais juste compter, » murmura-t-elle. La salle resta silencieuse pendant un long moment. Puis Chloé Lefebvre s'avança, ramassant les photos tombées. Elle les tendit à Isabelle Dubois. « Ton mari était un homme bien, » dit-elle, doucement. « Et ton fils est exactement comme lui. » Isabelle Dubois regarda Chloé Lefebvre avec un nouveau respect. « Prends soin de lui, » dit-elle. « Il a besoin de quelqu'un qui voit la vérité, même lorsqu'elle est difficile à affronter. » Antoine s'éclaircit la gorge, tenant toujours la boîte à bagues. « Je crois que j'étais au milieu de quelque chose ?» La foule rit, la tension se brisant. Chloé Lefebvre se retourna vers lui, les yeux brillants. « Oui, » dit-elle simplement. « Je n'ai pas encore posé la question, » fit-il remarquer, souriant. « Pose-la quand même. » Et ainsi, sous les lumières scintillantes de la plus haute tour de Paris, entouré de l'élite de la ville mais ne voyant que l'un l'autre, Antoine Dubois demanda à Chloé Lefebvre d'être sa femme. Sa réponse, bien sûr, était toujours oui. Plus tard dans la nuit, il se tenait sur le balcon du bureau de son appartement de luxe d'Antoine, regardant la ville qu'ils aimaient tous les deux. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Chloé Lefebvre. « Maintenant ?» Antoine la serra dans ses bras. « Maintenant, nous écrivons notre
propre histoire. Une histoire où la vérité triomphe des mensonges, l'amour triomphe du pouvoir, et une femme de ménage apprend à un milliardaire ce qui compte vraiment dans la vie. Ça ressemble à un conte de fées, se moqua-t-elle. Non, dit-il doucement en l'embrassant, ça nous ressemble. En dessous d'eux, Paris brillait comme un joyau dans la nuit. Quelque part dans ce paysage scintillant, une ancienne reine de la société était assise dans une cellule de prison réfléchissant à ses choix. Une mère commençait le long chemin de la rédemption avec son fils. Et l'héritage d'un père vivait à travers le fils qui avait finalement compris sa leçon la plus importante, que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars ou en euros, mais dans le courage de faire confiance à son cœur. Quant à Antoine et Chloé Lefebvre, ils avaient réécrit les règles de leur monde, prouvant que le véritable amour ne connaît aucune limite de classe ou de statut. Leur histoire serait racontée pendant des années, non seulement comme un scandale de société ou un triomphe des affaires, mais comme la preuve que parfois les choses les plus précieuses de la vie sont déguisées en choix simples. Faire, confiance, pardonner, aimer. Et en fin de compte, n'est-ce pas de cela que parle chaque grande histoire d'amour? Fin.